Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Hailey Shanoff et je suis conseillère en communication et en gestion des enjeux à l'ordre. Merci de vous joindre à nous pour cette séance de formation intitulée Le cycle de vie d'une plainte, une conversation avec l'équipe de la conduite professionnelle. Je suis accompagnée de deux membres de cette équipe, Beth et Emmett. Merci à vous deux d'être ici. Avant de commencer notre conversation, j'aimerais expliquer brièvement pourquoi nous avons décidé de tenir cette séance. Dans le cadre de son mandat de protection du public, l'Ordre a notamment la responsabilité de traiter les préoccupations concernant la conduite professionnelle des personnes inscrites. Le processus de plainte joue à cet égard un rôle essentiel dans le maintien de la confiance du public envers les professions. Je tiens aussi à préciser que la plupart des personnes inscrites ne font jamais l'objet d'une plainte au cours de leur carrière. Une plainte peut néanmoins sembler très intimidante et l'Ordre reçoit de nombreuses demandes de personnes qui craignent qu'une plainte soit déposée contre elles. Nous recevons aussi des questions de personnes qui font déjà l'objet d'une plainte. Nous espérons donc que cette séance atténuera certaines inquiétudes et fournira des renseignements utiles sur nos processus. Au cours de la conversation, Beth et Emmett feront référence au comité des plaintes. Ils expliqueront son rôle, mais je veux d'abord m'assurer que tout le monde comprend de quel comité il s'agit. Le comité des plaintes est composé de membres du Conseil de l'Ordre. Le Conseil est l'organisme directeur et le conseil d'administration qui gère et administre les affaires de l'Ordre. Ce n'est pas facile à dire. Il réunit des travailleuses sociales et travailleurs sociaux, ainsi que des techniciennes et techniciens en travail social élus par les personnes inscrites de leur communauté, de même que des membres du public nommés par le gouvernement de l'Ontario. Voilà le contexte qui vous aidera à comprendre le rôle du comité. Après notre conversation, nous examinerons quelques mises en situation et utiliserons Mentimeter pour faire participer l'auditoire. Il s'agit de la même plateforme que celle utilisée ce matin pendant la présentation vedette. Les renseignements nécessaires pour y participer s'afficheront plus tard à l'écran. Commençons maintenant. Beth, voici ma première question. Notre séance porte sur les plaintes, mais pourriez-vous d'abord expliquer la différence entre une plainte et un rapport? Bien sûr, les renseignements concernant une personne inscrite peuvent parvenir à l'Ordre de deux façons, sous forme de plainte ou de rapport. Une plainte est habituellement déposée par une personne qui s'inquiète de la conduite d'une personne inscrite. La partie plaignante est généralement la personne qui a reçu les services. L'examen porte uniquement sur les préoccupations qu'elle a soulevées, même si l'Ordre constate d'autres enjeux réglementaires. Par exemple, un client pourrait se plaindre des honoraires fracturés pour une thérapie. Un rapport, pour sa part, peut être présenté par une personne ou un organisme qui souhaite porter à l'attention de l'Ordre des préoccupations concernant la conduite ou la pratique d'une personne inscrite. Lorsqu'un rapport est présenté par une personne, celle-ci n'est généralement pas la bénéficiaire des services. L'enquête peut alors examiner des préoccupations plus larges que celles visées par le processus de plainte. Par exemple, une personne inscrite ayant des obligations de signalement obligatoires pourrait apprendre qu'une autre personne inscrite inflige des mauvais traitements d'ordre sexuel à un client ou qu'elle est frappée d'incapacité et présenter un rapport. Parfait, merci.
Emmett, pouvez-vous maintenant passer en revue les sujets les plus fréquents dans les plaintes reçues par l'Ordre? Comme vous pouvez l'imaginer, les plaintes portent sur une vaste gamme de questions. L'un des domaines les plus courants concerne la garde des enfants et le droit de visite. Il s'agit souvent de plaintes visant une personne inscrite qui a offert une thérapie ordonnée par un tribunal ou préparé un rapport utilisé dans une instance devant le tribunal de la famille. La partie plaignante allègue fréquemment que la personne inscrite avait un parti pris contre elle. Les manquements à la confidentialité et à la protection de la vie privée constituent un autre sujet fréquent. Une personne peut, par exemple, se plaindre que ses renseignements personnels ont été communiqués à un tiers sans son consentement, parfois à la suite d'une simple erreur administrative. Nous recevons aussi chaque année un nombre relativement élevé de plaintes liées au mauvais traitement d'ordre sexuel et à l'inconduite sexuelle. Ce sont les questions les plus graves et les plus risquées sur lesquelles l'Ordre enquête. Selon l'année, elles représentent de 3 à 5 des plaintes examinées par le Comité des plaintes. Merci, Beth. L'équipe de la pratique professionnelle reçoit souvent des demandes de personnes inscrites qui craignent une plainte parce qu'un client est insatisfait des services reçus. Pourriez-vous expliquer quelles situations n'atteignent pas le seuil requis pour constituer une plainte relevant de l'ordre? Quelques critères doivent être respectés. Premièrement, la partie plaignante doit identifier une personne inscrite puisque l'ordre a compétence sur les personnes et non sur les organismes. Deuxièmement, sauf dans de rares exceptions, l'ordre a seulement compétence sur les préoccupations liées à la période pendant laquelle la personne visée était inscrite auprès de lui. Troisièmement, les préoccupations doivent se rapporter à la conduite professionnelle. Imaginons par exemple qu'un propriétaire soit aussi travailleur social et que son locataire soit mécontent d'une hausse de loyer. Cette situation ne relèverait pas de l'ordre. Le comité des plaintes peut aussi décider de ne pas examiner une plainte ou de ne pas enquêter si celle-ci ne se rapporte pas à une faute professionnelle, à l'incompétence ou à l'incapacité d'une personne inscrite. Il peut également conclure qu'une plainte est frivole ou vexatoire ou qu'elle constitue un abus de procédure. Ce serait le cas si un client déposait une plainte, que l'ordre menait une enquête et que le comité rendait une décision, puis que la partie plaignante, insatisfaite du résultat, déposait de nouveau exactement la même plainte. Le comité ne l'examinerait vraisemblablement pas une deuxième fois. J'ajouterai toutefois un point. La loi qui encadre notre travail précise que l'ordre doit enquêter. Nous disposons donc de peu de pouvoir discrétionnaire pour décider quelle plainte examiner. Le fait que l'ordre soit tenu d'enquêter ne signifie aucunement que la personne inscrite a commis une faute professionnelle, ni que le comité prendra des mesures. Cela paraît logique. Merci. Emmett, que se passe-t-il lorsqu'une plainte est déposée contre une personne inscrite? Lorsque l'ordre reçoit une plainte, le dossier est confié à une personne chargée de l'enquête. Celle-ci communique habituellement avec la partie plaignante afin de bien comprendre les préoccupations à examiner et de recueillir les documents pertinents en sa possession. La personne inscrite est ensuite avisée que l'ordre a reçu une plainte concernant sa pratique. Elle peut être invitée à fournir une réponse écrite immédiatement. Dans certains cas, l'ordre doit d'abord effectuer d'autres démarches d'enquête. On lui demande alors d'attendre avant de répondre. Une fois les renseignements supplémentaires recueillis,
et lui sont communiquées et elle est invitée à présenter sa réponse. Il est important de préciser qu'une personne inscrite n'est pas obligée de répondre à une plainte. Lorsqu'elle est invitée à le faire, elle dispose habituellement de 30 jours pour transmettre sa réponse à l'ordre. Elle n'a donc pas à répondre immédiatement et peut prendre le temps de réfléchir. La partie plaignante peut-elle demeurer anonyme? Non. Nous ne pouvons pas enquêter sur des préoccupations provenant d'une source anonyme. Ce principe découle de l'équité procédurale. La personne inscrite doit avoir la possibilité de répondre pleinement à la plainte formulée contre elle. Il faut donc connaître l'identité de la partie plaignante. Bête. Une personne peut-elle continuer d'exercer si elle fait l'objet d'une plainte? Oui, une personne inscrite peut continuer d'exercer pendant le processus et le comité des plaintes ne peut ni révoquer ni suspendre son certificat d'inscription. Emmett, abordons maintenant la confidentialité. Plusieurs questions à ce sujet ont été posées pendant la présentation vedette de ce matin et j'avais promis que notre séance de l'après-midi fournirait des réponses plus détaillées. Si une plainte vise une personne inscrite qui travaille pour un organisme, son employeur en est-il informé? Le processus de plainte est confidentiel. En règle générale, nous ne révélons pas à l'employeur qu'une plainte a été déposée. Certaines exceptions peuvent toutefois survenir pendant l'enquête. L'employeur peut détenir des renseignements pertinents pour le comité des plaintes. Par exemple, le superviseur ou le gestionnaire de la personne inscrite peut avoir été témoin de l'incident allégué auquel nous voudrions recueillir son témoignage. L'employeur peut aussi avoir accès à des dossiers utiles. Dans ces circonstances, l'employeur peut apprendre que l'ordre examine la conduite de la personne inscrite. Nous limitons toutefois soigneusement les renseignements communiqués. Il ne reçoit ni le formulaire de plainte, ni les détails de celle-ci. Le public est-il informé du dépôt d'une plainte? Non. Puisque le processus est confidentiel, le dépôt d'une plainte n'est pas affiché au tableau en ligne et le public n'a généralement pas droit à cette information. Certaines exceptions sont néanmoins prévues par la loi, notamment à l'article 50. Elles découlent du mandat de protection du public et permettent à l'ordre de révéler l'existence d'une enquête dans certaines situations. Si une personne inscrite fait l'objet d'une enquête pour une faute professionnelle grave, par exemple de mauvais traitement d'ordre sexuel, l'ordre peut communiquer des renseignements aux parties concernées, comme une société d'aide à l'enfance ou un organisme d'application de la loi. Il s'agit donc de cas à risque élevé où la protection du public l'exige. Une personne inscrite peut-elle transmettre des dossiers de clients dans le cadre de l'enquête? Oui. Les normes d'exercice prévoient une exception lorsqu'une personne inscrite fait l'objet d'une enquête de l'ordre. Le paragraphe 5.2.5 lui permet de communiquer des renseignements à l'ordre sans le consentement du client dans ce contexte. Cette disposition précise toutefois que seuls les renseignements raisonnablement nécessaires doivent être communiqués. Si l'enquête porte sur un incident qui se serait produit au cours d'une séance donnée, la personne inscrite devrait fournir uniquement les dossiers ou la correspondance concernant cette séance. L'ordre ne souhaite pas recevoir l'intégralité du dossier clinique, qui pourrait contenir des renseignements sensibles sans pertinence pour l'enquête. Les renseignements sont accessibles seulement aux personnes qui doivent les connaître. Moi-même, puisque je ne travaille pas au sein de l'équipe de la conduite professionnelle, je n'y aurai pas accès. Beth, les personnes inscrites craignent souvent qu'une plainte entraîne la révocation de leur certificat. Combien de temps une enquête dure-t-elle généralement et quels résultats sont possibles? Une enquête peut durer de quelques mois à 1 an ou davantage.
La durée dépend de sa complexité, du risque éventuel pour le public et du volume de dossiers traités par l'Ordre. Dans plus de 60% des dossiers examinés, le comité des plaintes ne prend aucune autre mesure. Le deuxième résultat le plus fréquent, dans plus de 20% des cas, est un avis correctif. La décision écrite du comité fournit alors à la personne inscrite des conseils sur la façon d'améliorer sa pratique. Dans environ 1 à 3% des cas, le comité exige que la personne inscrite se présente devant lui pour recevoir une mise en garde orale. Enfin, environ 1 à 3% des dossiers sont renvoyés au comité de discipline. Parmi les autres résultats possibles, le comité peut conclure qu'il n'y a pas de compétence, la partie plaignante peut retirer sa plainte ou la plainte peut être jugée frivole ou vexatoire. Une personne inscrite peut aussi accepter de prendre un engagement envers l'Ordre dont nous reparlerons. Le comité des plaintes agit comme un organisme de sélection. Il cherche à déterminer si la personne inscrite a respecté la norme minimale attendue et non si sa pratique était parfaite. Quelle que soit l'issue, la décision motivée du comité est communiquée par écrit à la partie plaignante et à la personne inscrite. Le public est-il également informé de cette décision? Non. Les décisions du comité des plaintes ne sont généralement pas rendues publiques. 2 résultats sont toutefois affichés au tableau en ligne: le renvoi d'allégations au comité de discipline et l'engagement dont je viens de parler. Un engagement ressemble à une entente ou à un contrat volontaire entre la personne inscrite et l'Ordre. La personne inscrite peut, par exemple, s'engager à suivre une formation pour répondre aux préoccupations soulevées. Les modalités de l'engagement sont alors affichées au tableau en ligne, puis retirées une fois les conditions remplies. Les autres décisions du comité des plaintes ne sont pas rendues publiques. Comme les renvois au comité de discipline et les engagements représentant une faible proportion des résultats, la grande majorité des décisions ne figurent pas au tableau en ligne. Si la personne inscrite ou la partie plaignante est insatisfaite de la décision, peut-elle faire appel? L'Ordre ne dispose pas d'un processus d'appel interne. Emmett, vous êtes enquêteur au sein de l'équipe de la conduite professionnelle. Quel est votre rôle? Je dois agir comme chercheur de faits neutre et recueillir tous les renseignements pertinents à la plainte. Cela peut comprendre des entrevues avec des témoins ou des demandes de dossiers auprès d'un organisme ou d'un établissement. La personne chargée de l'enquête ne décide pas de l'issue de la plainte. Cette responsabilité appartient au comité des plaintes. Une fois l'enquête terminée, elle rassemble les dossiers et renseignements recueillis et prépare un rapport pour le comité. Celui-ci détermine le résultat et rend une décision écrite. Vous avez mentionné les témoins. Pouvez-vous donner un exemple? Un témoin est toute personne qui pourrait détenir des renseignements pertinents à une allégation. Si une personne inscrite aurait fait un commentaire que la partie plaignante a trouvé offensant, une autre personne présente dans la pièce pourrait nous donner son point de vue sur ce qui s'est produit. Beth, le rapport annuel a mentionné le lancement, l'an dernier, d'un processus de règlement rapide qui permet de soustraire certaines plaintes à faible risque au processus formel. Pouvez-vous nous en dire davantage? Le programme a été lancé en décembre 2025. Chaque plainte reçue est maintenant évaluée afin de déterminer si elle se prête à un règlement rapide. Les dossiers appropriés peuvent notamment concerner des problèmes de communication, une demande de dossier ou un rendez-vous annulé. La personne chargée de l'enquête communique avec la partie plaignante pour confirmer ses préoccupations, expliquer le processus de plainte et lui présenter l'option du règlement rapide. Si la partie plaignante souhaite tenter cette démarche,
La personne chargée de l'enquête communique ensuite avec la personne inscrite et lui fournit des explications semblables. Les deux parties doivent accepter d'y participer. Lorsqu'elles y consentent, la personne chargée de l'enquête sert d'intermédiaire verbal. Elle explique à la personne inscrite les préoccupations de la partie plaignante et le résultat que celle-ci souhaite obtenir. Le plus souvent, la partie plaignante cherche simplement à faire reconnaître son expérience et souhaite éviter que la même situation se reproduise pour quelqu'un d'autre. Je souligne qu'une personne inscrite peut reconnaître l'expérience ou les sentiments de la partie plaignante sans admettre avoir commis une faute. Une réponse comme «Je tiendrai compte de cette plainte dans ma pratique future» peut être très significative. Lorsque la personne chargée de l'enquête transmet ce genre de réponse, la préoccupation se règle souvent. Si la partie plaignante est satisfaite, elle retire sa plainte et le dossier est fermé. La démarche est beaucoup plus rapide que le processus formel qui peut durer de quelques mois à plus d'1 an. Un règlement rapide prend parfois quelques jours ou quelques semaines. Les parties plaignantes apprécient d'être avantage associés au processus, de sentir que leur voix a été entendue et d'obtenir un résultat presque immédiat. Les personnes inscrites sont elles aussi souvent soulagées de disposer d'une démarche moins formelle. Elles n'ont pas à présenter d'observations écrites ni à attendre plusieurs mois la décision du comité. Pour l'ordre, ce mécanisme permet d'interagir en temps réel avec les parties et de faire preuve de plus de souplesse, de réceptivité et d'efficacité. Lorsque j'appelle une personne inscrite, je sens presque toujours son inquiétude au début, puis son soulagement à la fin de l'appel. Les parties plaignantes nous disent aussi qu'il est devenu rare qu'une personne prenne le temps de leur téléphoner. Depuis décembre, plus de 20 dossiers ont été fermés par règlement rapide, ce qui représente plus de 20 des plaintes reçues pendant cette période. Le programme connaît donc beaucoup de succès. Cette option est réservée aux dossiers à faible risque. Une allégation de mauvais traitement d'ordre sexuel envers un client, par exemple, ferait automatiquement l'objet d'une enquête? Exactement. Nous effectuons un triage des dossiers afin de déterminer lesquels se prêtent à un règlement rapide. Avant de passer aux mises en situation, avez-vous un dernier conseil à donner aux personnes inscrites au sujet du processus de plainte? Si vous faites un jour l'objet d'une plainte, vous pouvez communiquer avec la personne chargée de votre dossier pour lui poser des questions sur le processus d'enquête ou le processus de plainte. L'Ordre encourage toutefois les personnes inscrites à envisager de retenir les services d'un conseiller juridique. Le personnel de l'Ordre ne peut pas fournir de conseils juridiques ni recommander la façon de répondre à une plainte. J'ajouterais que je reconnais à quel point recevoir une plainte peut être effrayant. N'importe qui peut déposer une plainte contre une personne inscrite et, comme je l'ai expliqué, l'Ordre dispose de peu de pouvoirs discrétionnaires quant aux plaintes sur lesquelles il doit enquêter. L'Ontario compte plus de 34 000 personnes inscrites, tandis que l'Ordre reçoit environ 320 plaintes par année. Moins de 1 des personnes inscrites font l'objet d'une plainte au cours d'une année donnée. De plus, le comité ne prend aucune mesure dans plus de 60 des dossiers qu'il examine. J'espère que ces chiffres vous rassurent. Il s'agit effectivement d'une très faible proportion. Merci. Passons maintenant à quelques mises en situation qui, nous l'espérons, illustreront les décisions que le comité des plaintes peut prendre. Nous utiliserons de nouveau Mentimeter. Vous pouvez vous rendre à l'adresse www.menti.com et entrer le code affiché à l'écran ou balayer le code QR. Je vais attendre un instant pour m'assurer que les personnes à la maison voient bien l'écran. Je vois plusieurs pouces levés. Parfait. Nous pouvons commencer. Passons à notre première mise en situation. Nous poserons la même question pour chacune afin d'illustrer les différents dossiers que peut examiner le comité des plaintes. Une personne réserve une première séance d'évaluation virtuelle avec une personne inscrite.
Elle ouvre le lien de vidéoconférence à l'heure prévue, mais la personne inscrite se connecte avec 5 minutes de retard sans reconnaître son retard ni présenter d'excuses. Après cette séance d'admission, la personne décide de ne pas demander d'autres services et dépose une plainte auprès de l'ordre, contrariée par le retard et l'absence d'excuses. Quel serait le résultat le plus probable? Le comité pourrait ne prendre aucune mesure, fournir un avis correctif à la personne inscrite, lui demander de se présenter pour recevoir une mise en garde orale ou renvoyer des allégations au comité de discipline pour une audience. C'est amusant de voir les réponses arriver en direct. Je vais vous laisser encore un instant. Une petite course semble se dessiner entre ne prendre aucune mesure et fournir un avis correctif. C'est presque comme regarder une course de chevaux. Très peu de personnes choisissent la mise en garde orale ou le renvoi au comité de discipline. Les résultats semblent maintenant se stabiliser. Emmett, voulez-vous nous donner la réponse? Et les résultats sont intéressants. Le résultat le plus probable serait que le comité ne prenne aucune mesure, puisqu'un retard unique de 5 minutes n'atteint pas le seuil d'une faute professionnelle. Nous avons aussi inclus cet exemple parce qu'il se prêterait très bien à un règlement rapide. Si l'enquête révèle que la principale préoccupation tient à l'absence de reconnaissance ou d'excuses, la personne chargée du dossier pourrait demander à la personne plaignante si elle souhaite tenter cette démarche. Si les deux parties consentent, la plainte pourrait être soustraite au processus d'enquête et retirée après la présentation d'excuses satisfaisantes. Si elle faisait plutôt l'objet d'une enquête et était transmise au comité, celui-ci ne prendrait vraisemblablement aucune mesure. Le résultat pourrait toutefois être différent en présence de retards répétés plutôt que d'un seul retard lors d'une première séance. Sarah, les personnes répondent-elles aussi dans le clavardage? Tout le monde semble utiliser Mentimeter, ce qui est parfait. Passons à la deuxième mise en situation. Une personne étudiante en travail social effectue un stage dans un hôpital. Elle estime que son superviseur de stage la traite durement, lui impose des exigences excessives et ne lui offre pas le soutien nécessaire pour bien remplir ses fonctions. Elle dépose une plainte auprès de l'ordre. Quel serait le résultat le plus probable? Le comité pourrait ne prendre aucune mesure, fournir un avis correctif, exiger une mise en garde orale ou renvoyer des allégations au comité de discipline. La réponse du premier scénario a peut-être une influence sur votre choix. Environ 70% d'entre vous choisissent maintenant l'avis correctif. L'absence de mesure arrive en deuxième position, suivie de loin par la mise en garde orale et le renvoi au comité de discipline. Beth, la majorité a choisi l'avis correctif. Qu'en pensez-vous? C'est bien la réponse attendue. Nous voulions notamment souligner qu'une personne étudiante répond à la définition de client. La plainte relèverait donc de la compétence de l'ordre et la personne inscrite recevrait vraisemblablement un avis correctif. Merci. Passons à la troisième mise en situation. Un parent inquiet dépose une plainte après avoir appris que son enfant de 15 ans reçoit des services de counseling d'une personne inscrite. Le parent est très contrarié parce qu'il détient un pouvoir décisionnel conjoint avec son ex-conjoint, mais n'a pas été consulté au sujet de la thérapie. Sarah, affichons la deuxième partie. Certaines personnes souhaitent plus de temps pour prendre connaissance du scénario. Je vais donc le répéter. Le parent vient d'apprendre que son enfant de 15 ans reçoit des services de counseling. Il partage le pouvoir décisionnel avec son ex-conjoint, mais n'avait pas été informé. Lorsqu'il découvre la situation, le parent, communiqué avec la personne inscrite, affirme ne pas avoir consenti au service et lui demande de cesser de voir l'enfant. La personne inscrite répond que la relation thérapeutique aide l'adolescent à faire face au divorce de ses parents et qu'elle continuera d'offrir des services
aussi longtemps que l'adolescent souhaitera maintenir cette relation. Pour résumer, l'un des deux parents qui partagent le pouvoir décisionnel n'a pas été informé et n'a pas donné son consentement. La personne inscrite maintient qu'elle continuera de voir l'adolescent de 15 ans. Quel serait le résultat le plus probable? Aucune mesure, un avis correctif, une mise en garde orale ou un renvoi au comité de discipline? Les réponses sont assez partagées. L'absence de mesure demeure légèrement en tête, suivie de l'avis correctif. La mise en garde orale recueille davantage de votes que dans les scénarios précédents et quelques personnes choisissent le renvoi au comité de discipline. Le suspense est réel. Les résultats finaux sont les suivants. 43% choisissent l'absence de mesure. 31% un avis correctif. 19% une mise en garde orale et 7% un renvoi au comité de discipline. Le résultat le plus probable serait effectivement l'absence de mesure, parce qu'aucune faute professionnelle n'a été commise. Compte tenu de son âge, l'adolescent de 15 ans peut avoir la capacité de consentir lui-même au service. Peu importe le pouvoir décisionnel du parent, la personne inscrite pouvait donc continuer d'offrir les services en supposant que l'adolescent était capable de donner un consentement éclairé. Je souligne que l'Ordre a récemment mis à jour ses lignes directrices de la pratique sur le consentement et la confidentialité avec les enfants et les jeunes. Elle se trouve dans la salle de ressources de notre site Web, accompagnée d'un document de questions et réponses sur la pratique. Il s'agit toujours d'un sujet de discussion très intéressant. Passons à la quatrième mise en situation. Une personne inscrite ferme sa pratique parce qu'elle quitte la province. Elle informe ses clients par courriel qu'elle cessera ses activités et leur fournit une liste d'autres prestataires auxquels ils pourraient s'adresser pour poursuivre leur psychothérapie. Un client dépose une plainte en affirmant que la relation thérapeutique a pris fin sans préavis. La personne inscrite est autorisée à exercer uniquement en Ontario et choisit de ne pas s'inscrire dans sa nouvelle province, ni de conserver son inscription ici afin de poursuivre les rencontres virtuelles. Elle écrit donc à ses clients pour annoncer son départ et leur transmettre une liste de prestataires éventuels. Un client estime toutefois que la relation thérapeutique a été interrompue sans préavis. Quel serait le résultat le plus probable? Aucune mesure, un avis correctif, une mise en garde orale ou un renvoi au comité de discipline. L'absence de mesure est nettement en tête, même si l'avis correctif gagne un peu de terrain. La mise en garde orale et le renvoi au comité de discipline restent très faibles, ce qui reflète d'ailleurs leur rareté réelle. Les résultats finaux sont d'environ 70% pour l'absence de mesure, 23% pour l'avis correctif, 5% pour la mise en garde orale et 1% pour le renvoi au comité de discipline. Beth, à première vue, la personne inscrite semble avoir agi raisonnablement et pris les mesures attendues. Nous voulions toutefois rappeler que les normes d'exercice comprennent une norme sur l'interruption des services. La personne inscrite doit notamment faire des efforts raisonnables pour tenir une séance de clôture avec le client et lui expliquer la fin des services. Ce scénario se présente assez souvent. Même lorsque la personne inscrite croit avoir tout fait correctement, elle doit offrir cette séance, y compris lorsque le client est à l'origine de l'interruption. Dans ce cas, le comité pourrait donc fournir un avis correctif sur le respect de la norme. Parfait, merci. Nous avons peut-être influencé vos réponses en précisant que la majorité des plaintes ne donnent lieu à aucune mesure. Passons à notre dernière mise en situation, qui est un peu plus complexe.
Lors d'une fête donnée par un ami, une personne inscrite engage une conversation avec un inconnu que nous appellerons Bob. Elle comprend alors que Bob est apparenté à l'un de ses clients, Joe, et lui dit: Je vois votre cousin Joe en psychothérapie. Vous avez une très belle famille. Reprenons les rôles pour que tout soit clair. Imaginons que je sois la personne inscrite. Je rencontre Bob, qui est le cousin de mon client Joe, et je lui dis que j'offre des services de psychothérapie à Joe. Plus tard, lors d'une réunion familiale, Bob dit à Joe: J'ai rencontré ta thérapeute à une fête. Elle semble très gentille. Joe est extrêmement contrarié. Il n'avait révélé à aucun membre de sa famille qu'il suivait une thérapie. L'information se répand maintenant dans toute la famille, comme cela peut arriver très vite. Joe dépose donc une plainte auprès de l'ordre pour atteinte à la confidentialité. Pour résumer, la personne inscrite a révélé à Bob qu'elle voyait son cousin Joe en psychothérapie sans le consentement de Joe. Qu'en pensez-vous? Cette fois, presque personne ne choisit l'absence de mesure. Le renvoi au comité de discipline est en tête avec un peu plus de 50% des réponses, suivi de la mise en garde orale. L'avis correctif recueille peu de votes. Nous allons laisser encore quelques instants aux réponses pour se stabiliser. Avant de révéler la réponse, plusieurs personnes demandent quelle est la différence entre l'absence de mesure et le règlement rapide dont Beth a parlé. Si les autres scénarios devaient vraisemblablement se conclure sans mesure, auraient-ils pu être réglés rapidement? C'est une question de séquence. Lorsqu'une plainte est reçue, le personnel commence par l'examiner et effectuer un triage afin de déterminer si la partie plaignante serait disposée à tenter un règlement rapide. Certaines personnes refusent et demandent une enquête. Le dossier suit alors le processus formel, fait l'objet d'une enquête et est transmis au comité des plaintes qui peut ensuite décider de ne prendre aucune mesure. Le règlement rapide est encore assez nouveau. Avec le temps, un plus grand nombre de parties plaignantes le connaîtront peut-être et choisiront cette voie. Revenons au dernier scénario. Plus de la moitié des personnes choisissent toujours le renvoi au comité de discipline, suivi de la mise en garde orale. Le résultat attendu peut sembler surprenant. Le comité fournirait vraisemblablement un avis correctif. Selon les faits, une mise en garde orale serait également possible. Le résultat dépendrait notamment de la façon dont la personne inscrite réagit à l'atteinte à la confidentialité, de la réflexion qu'elle présente dans sa réponse et de l'existence éventuelle de plaintes semblables dans le passé. S'il ne s'agissait pas d'un premier incident, le comité pourrait appliquer une mesure progressive et passer d'un avis correctif à une mise en garde orale. Nous voulions aussi souligner que le problème central est l'atteinte à la confidentialité et non l'existence possible d'une relation double. L'ordre et les normes d'exercice reconnaissent que les personnes inscrites, particulièrement dans les petites communautés, peuvent connaître socialement d'autres membres de la communauté. Dans ce genre de situation, nous les encourageons à réfléchir à leurs obligations, à consulter les normes d'exercice, à demander de la supervision ou à consulter un autre professionnel. Comme personne non inscrite et non membre du comité des plaintes, ma première réaction avait aussi été de penser à la discipline.
Mais si la personne n'a jamais fait l'objet d'une plainte semblable, reconnaît son erreur commise dans un contexte social et exprime des remords sincères, cela compte dans l'analyse. Comme les renvois au comité de discipline sont affichés publiquement, les personnes inscrites peuvent consulter les décisions disciplinaires sur le site web de l'Ordre pour mieux comprendre les types de dossiers les plus graves qui y sont renvoyés. Les avis d'audience y sont également publiés. Cela nous amène à la fin de notre conversation. Merci beaucoup d'avoir partagé vos points de vue. J'espère que les personnes inscrites en retirent des renseignements utiles. Il nous reste du temps pour quelques questions. Vous pouvez les saisir dans le clavardage à droite de l'écran. Cette fonction n'est malheureusement pas accessible sur un téléphone ou une tablette. Sarah va lire les questions à voix haute. Plusieurs questions ont été posées pendant la présentation. Commençons par une question pratique. Comment une personne inscrite apprend-elle qu'une plainte a été déposée contre elle? Reçoit-elle un courriel, une lettre officielle ou un appel téléphonique? La personne chargée de l'enquête lui envoie un courriel accompagné d'une lettre. Celle-ci décrit le processus de plainte, fournit certains renseignements sur la partie plaignante et explique les démarches des entreprises pour recueillir de l'information. Elle précise aussi la nature des renseignements demandés, le délai pour répondre et l'utilité éventuelle de retenir les services d'un conseiller juridique afin de traverser le processus et de préparer une réponse. Toutes ces indications sont donc transmises dans une lettre envoyée par un courriel. Si une personne retire sa plainte dans le cadre d'un règlement rapide, peut-elle la déposer de nouveau si elle change d'avis? Oui. Nous expliquons clairement cette possibilité à la partie plaignante et à la personne inscrite. Le règlement rapide est une démarche informelle qui repose, dans une certaine mesure, sur la bonne foi des parties lorsqu'elles tentent de résoudre les préoccupations. La personne inscrite doit savoir que la partie plaignante pourrait plus tard demander une enquête, que ce soit après quelques mois ou quelques années, puisqu'aucun délai de prescription ne s'applique. Elle accepte donc ce risque en participant au règlement rapide. En revanche, lorsqu'une plainte a fait l'objet d'une enquête et d'une décision du comité des plaintes, cette décision met fin au processus. La partie plaignante ne peut pas demander que le comité réexamine une affaire qu'il a déjà tranchée. Pouvez-vous rappeler quels résultats sont rendus publics? Les avis correctifs ou les mises en garde orales sont-ils publiés ou seulement les résultats disciplinaires? Le renvoi d'allégations au comité de discipline est le seul résultat du comité des plaintes qui soit rendu public. L'autre situation, très rare, concerne une personne inscrite qui s'engage volontairement à suivre une formation ou à prendre d'autres mesures correctives structurées. La personne accepte alors que les modalités de son engagement soient affichées jusqu'à ce qu'elles soient remplies. L'absence de mesures, l'avis correctif et la mise en garde orale ne sont pas rendus publics. Merci. Une autre question concerne la protection des titres. Quel processus s'applique à une personne qui se présente comme travailleuse sociale, travailleur social, technicienne ou technicien en travail social sans être inscrite auprès de l'Ordre? Ces situations ne passent ni par le processus de plainte ni par celui des rapports. Elles relèvent d'un processus distinct de protection des titres administré par un autre membre du personnel de l'Ordre. Je connais moins bien les détails de cette procédure. Effectivement, ces dossiers ne sont pas soumis au comité des plaintes. Une personne de l'Ordre surveille ces signalements et en assure le suivi.
Le 24 juin, un café avec l'ordre portera sur d'autres aspects de la conduite professionnelle qui dépassent le processus de plainte. Merci pour cette annonce. Je publierai le lien d'inscription ainsi que celui de la page du site Web consacré aux praticiennes et praticiens non réglementés. Je tiens aussi à transmettre les nombreux commentaires positifs sur les mises en situation et les discussions d'aujourd'hui. Voici une question concernant un employeur qui est lui aussi une personne inscrite. Comment le processus fonctionne-t-il lorsque les préoccupations d'un employé portent sur la conduite de son gestionnaire ou de son employeur? En règle générale, l'ordre n'a pas compétence sur les questions qui relèvent essentiellement de la relation d'emploi. Si la préoccupation concerne le non-paiement d'un salaire ou l'absence de supervision adéquate, par exemple, il s'agit normalement d'une question d'emploi que la personne devrait soulever au sein de son organisme. Cependant, comme dans notre mise en situation sur le stage, l'ordre peut avoir compétence si les préoccupations comportent un véritable volet de conduite professionnelle. Les normes d'exercice traitent notamment de la conduite professionnelle et de la civilité. L'ordre pourrait donc examiner ces aspects. Pour les questions strictement liées à l'emploi, salaire, horaire ou vacances, par exemple, nous encourageons les personnes à tenter d'abord de les régler directement avec l'employeur. J'ajouterais qu'une préoccupation de cette nature présentée par une personne inscrite relèverait peut-être davantage du processus de rapport que du processus de plainte. Revenons à la mise en situation de l'adolescent de 15 ans. Si un parent dépose une plainte au sujet des services fournis à l'adolescent, comment la confidentialité de son dossier est-elle protégée? Le parent peut-il y avoir accès par le processus de divulgation? Non. Les renseignements du dossier sont communiqués uniquement à l'ordre et ne sont pas transmis ailleurs. La partie plaignante en reçoit la décision écrite du comité, mais aucun dossier n'y est joint. La décision peut faire référence à un renseignement précis du dossier s'il a aidé le comité à trancher, mais elle est rédigée avec prudence afin de protéger la confidentialité des tiers. Comme nous l'avons expliqué, seuls les renseignements pertinents et raisonnablement nécessaires doivent être communiqués à l'ordre. Dans cet exemple, il pourrait simplement s'agir de la documentation montrant que la personne inscrite a discuté avec l'adolescent de sa capacité de comprendre les services et d'y consentir. La décision pourrait donc indiquer que les notes démontrent la tenue de cette discussion sans divulguer les notes elles-mêmes. Une personne peut-elle déposer une plainte contre une personne inscrite qui agit bénévolement plutôt que dans son emploi? Comme je l'ai dit plus tôt, n'importe qui peut déposer une plainte contre une personne inscrite. Le comité devra ensuite déterminer si elle relève de sa compétence ou si elle est frivole ou vexatoire. Tout dépend notamment de l'existence d'une relation avec un client et de la prestation de services dans le cadre du bénévolat. Si la plainte concerne seulement le comportement d'une personne inscrite lors d'une activité bénévole entre collègues, sans relation avec un client, elle pourrait être jugée frivole ou vexatoire. En revanche, si la personne inscrite offrait bénévolement des services professionnels à un client, l'ordre pourrait avoir compétence. Revenons maintenant à la possibilité que l'ordre doive communiquer avec l'employeur pour obtenir des renseignements. La personne inscrite est-elle avisée avant de cet appel ou l'employeur est-il contacté sans préavis? Cela dépend de la situation. Si nous souhaitons recueillir le témoignage d'une personne, nous ne voulons pas nécessairement que la personne inscrite l'avise à l'avance. Un tel contact pourrait influencer le témoignage
et nuire à la qualité des éléments de preuve recueillis. S'il s'agit plutôt d'obtenir des dossiers, les circonstances peuvent permettre un préavis. Une personne inscrite qui ne travaille plus pour l'organisme pourrait, par exemple, ne pas avoir accès aux dossiers pertinents et devoir demander à l'ordre de les obtenir. Elle pourrait alors prévenir son ancien employeur qu'une demande de dossier lui sera adressée. Tout dépend donc du contexte. Une personne inscrite souligne les réalités du secteur sans but lucratif. Les professionnels peuvent se sentir débordés, donner seulement 2 semaines de préavis et ne pas toujours pouvoir tenir des séances de clôture appropriées. Comment une plainte serait-elle traitée si la personne avait déjà quitté l'organisme sans avoir à faire une telle séance? C'est une bonne question. Comme dans beaucoup de dossiers, il faudrait examiner les faits particuliers et les nuances de la situation. L'organisme a peut-être joué un rôle dans le transfert des soins à un autre professionnel. Les normes d'exercice parlent d'efforts raisonnables. Le comité tiendrait donc compte des possibilités réelles de la personne inscrite. Selon sa réponse et le contexte fourni, le comité pourrait ne prendre aucune mesure ou offrir un avis correctif limité. Le résultat pourrait être différent pour une personne qui ferme sa propre pratique privée après un préavis d'1 ou 2 semaines. Merci. Une dernière question porte sur la discipline. Lorsqu'une personne inscrite est reconnue coupable de faute professionnelle, son inscription est-elle automatiquement révoquée? Non. Lorsque des allégations sont renvoyées au comité de discipline et qu'une audience mène à une conclusion de faute professionnelle, les résultats possibles comprennent notamment la révocation, la suspension, une réprimande, des modalités, des conditions ou des restrictions, ainsi que le paiement de certains frais ou remboursements. Merci de vous être prêté à cette question. J'ai publié le lien vers la page du site Web consacrée au processus disciplinaire et à ses résultats possibles. Je ne vois pas d'autres questions et nous approchons de la fin. Hailey, je vous redonne la parole. Merci beaucoup à vous deux pour cette conversation et pour avoir expliqué ces situations très nuancées. Comme Sarah et Beth l'ont mentionné, Beth participera au prochain Café avec l'Ordre le 24 juin à midi. Si vous avez d'autres questions sur les plaintes ou sur d'autres volets de la conduite professionnelle, y compris la protection des titres et la discipline, je vous encourage à vous y inscrire. L'activité est gratuite et des membres du personnel responsable des normes d'exercice seront aussi présents pour répondre aux questions sur la pratique. Elle aura lieu le 24 juin de midi à 13 heures. Cela conclut notre séance. Nous nous retrouverons à 16h20 pour l'intention de clôture de la journée avec Ron Kanutsky. Vous pourrez y accéder dans l'onglet Séances. Merci à toutes et à tous d'avoir participé et merci encore à Emmett et à Beth de s'être joints à nous.